Je tiens à remercier l'association marocaine des techniciens de labo de nous avoir donné cette opportunité d'intervenir dans cet événement qui est très important. Je remercie également les amis modérateurs pour cette présentation. Et donc le sujet sur lequel je vais intervenir, il s'intitule Cadre réglementaire et normatif du contrôle de qualité interne et externe en biologie médicale. Donc déjà, cette première diapositive, vous avez le GBA, vous avez la norme ISO 15189, vous avez la norme ISO 9001 sur lesquelles on va s'acharner. Et donc pour ce faire, je vais me baser sur ce plan. Je vais définir, donc les amis et les collègues ont déjà défini la qualité, le management de la qualité d'une manière très rapide. Je vais définir un petit peu la différence entre un processus et une procédure, bien sûr. Souvent, on a tendance à confondre entre processus et procédure. La cartographie, c'est déjà dit par nos amis. La place, donc je vais essayer de placer ce contrôle de qualité interne et externe au niveau d'une cartographie d'un laboratoire de biologie médicale, le cadre réglementaire et le cadre normatif de ce contrôle de qualité qui est un processus qui est critique, qui est un processus qui est très important. Et donc, on va voir les rôles et les outils de ce contrôle de qualité. Et bien sûr, à la fin, je vais terminer par les objectifs du contrôle de qualité interne et bien sûr, la mise en place de la carte contrôle, c'est-à-dire la carte de Levy-Jeaning et les règles de Westcart. Donc, la définition simple de la qualité, c'est connaître, comme a souligné mes deux confrères, c'est connaître tout d'abord les attentes des clients, c'est-à-dire les patients, bien sûr, dans un laboratoire de biologie médicale relatif au produit. Un produit dans un laboratoire de biologie médicale, c'est le résultat. Et bien sûr, le service, c'est la qualité du prélèvement, la manière dont on fait le prélèvement et tout. Donc, c'est de connaître tout d'abord les besoins de ce patient et des parties intéressées pertinentes, à savoir donc les prescripteurs et toutes les parties qui, bien sûr, qui ont un impact sur la qualité du résultat. Ajuster ses propriétés, bien sûr, régler, bien sûr, toutes les propriétés de ce produit et surtout le troisième point qui est la survenue de risques, qui est un point très important et qui est une nouveauté de l'ISO 9001 version 2015 et qui va se répercuter bien sûr sur la norme ISO 15189. Entre parenthèses, on va assister à l'apparition d'une nouvelle version 2022 qui va apparaître très bientôt. Et bien sûr, sans oublier la fameuse roue de Deming, PDCA. Donc la roue de Deming, elle va remonter avec ses 4 phases P, TCA, bien sûr, et une cale en arrière, c'est le système de management de la qualité au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. Donc là, ça part vite. Donc la qualité, si on vous demande un jour la définition de la qualité, c'est juste la satisfaction du client, du patient, d'accord? Et donc la définition académique de cette qualité, c'est l'ensemble des caractéristiques, comme a souligné nos deux confrères, c'est l'ensemble des caractéristiques d'une entité, en l'occurrence d'un laboratoire, n'est-ce pas? Donc ils vont lui conférer l'aptitude à satisfaire les besoins qui sont exprimés par le patient, par le prescripteur, grâce à des enquêtes de satisfaction, comme a dit tout à l'heure notre ami, et explicites, donc qui sont exprimées par le patient, par les prescripteurs, et implicites, c'est-à-dire tout ce qu'on fait à l'intérieur de notre laboratoire. On note les non-conformités, les audits, tout ça c'est implicite. Le patient, il entre au niveau de la salle de prélèvement, il se fait prélever, et puis à la fin, il reçoit ou bien il retire son résultat. Mais à l'intérieur du laboratoire, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est le management de la qualité. Le management de la qualité, il repose sur la politique qualité, un engagement de la direction. S'il n'y a pas d'engagement de la direction, c'est pas la peine de se lancer dans la qualité. Il faut bien sûr, il faut un engagement de la direction. L'approche processus, C. Abdrali nous a expliqué. Donc l'approche processus, c'est une nouveauté de l'ISO 9001
version 2015, 17025. Donc, c'est une approche, c'est un outil d'amélioration, bien sûr. L'écoute client, c'est très important puisque la définition de la qualité, c'est, si vous voulez, c'est la satisfaction de ce patient, de ce prescripteur. Donc, il faut bien sûr l'écouter. Et l'amélioration continue, toujours le laboratoire, il doit bien sûr être, bien sûr, dans une roue de Deming qui va tourner et qui va aller vers l'amélioration permanente. Le système documentaire, très rapidement, eh bien la pyramide documentaire qui commence du haut vers le bas par un manuel qualité, bien sûr, qui n'est plus une exigence de la norme ISO 9001 version 2015. La politique qualité, c'est les orientations, les objectifs généraux en matière de qualité. Et souvent, on a tendance à confondre, comme a dit Dr Hamel, à confondre processus et procédure. Un processus, c'est un ensemble d'activités qui permet de transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie avec une valeur ajoutée. Par contre, une procédure, c'est un document. C'est un document organisationnel qui permet d'organiser, bien sûr, une tâche, par exemple, procédure d'achat, procédure RH, procédure gestion des achats, par exemple. Les modes opératoires, donc plus on descend vers le bas et plus le nombre de documents, il augmente, bien sûr. Vous avez les modes opératoires sur lesquels on se base, bien sûr, pour décrire les tâches au niveau d'un laboratoire. Et enfin, vous avez les supports d'enregistrement qui sont un point qui est très important et qui sont la traçabilité de l'accomplissement d'une tâche. Et c'est ça le plus important. C'est la traçabilité, parce que la traçabilité, c'est un point qui permet de montrer à l'auditeur le jour de l'audit, bien sûr, qu'on a respecté les procédures et on a bien sûr respecté notre politique qualité. Donc, il ne faut pas confondre, oui, un processus, c'est un processus c'est un ensemble d'activités qui décrit, donc, qui font transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Une procédure, c'est une procédure générale qui permet donc de répondre sur la question qui fait quoi et comment. La définition, si vous voulez, académique de ce processus, comme a dit notre ami Aldrani, c'est un ensemble d'activités corrélées pour donc en interaction qui utilisent des éléments d'entrée en éléments de sortie. Vous voyez, donc vous avez des éléments d'entrée, vous avez des éléments de sortie, vous avez des ressources, bien sûr. Ça, c'est pour entrer dans la cartographie d'un laboratoire de biologie médicale. Généralement, on a 3 types de processus. Processus de management, direction, c'est la direction du laboratoire, bien sûr. Processus réalisation, c'est le cœur métier, c'est-à-dire le cœur métier d'un laboratoire, c'est la phase pré-analytique, analytique et post-analytique pour faire sortir un résultat. Et le processus d'en bas, c'est-à-dire le processus de support ou bien de soutien, c'est un processus qui permet bien sûr de soutenir les autres. Donc le processus, celui du haut, c'est le processus qui contribue, de management, qui contribue bien sûr à la détermination de la stratégie, la politique, l'engagement et bien sûr les processus du laboratoire, c'est le pilotage, très rapidement. Le processus du milieu, c'est le cœur métier d'un laboratoire de biologie médicale, c'est la raison d'être d'un laboratoire de biologie médicale, bien sûr, directement lié au produit. Le produit dans un laboratoire, c'est le résultat et le service, c'est la prestation de conseil et c'est tout ce qui est en relation avec, bien sûr, avec la satisfaction de ce patient. Il correspond au corps métier du laboratoire. Exemple, la réalisation de produits d'analyse médicale. Et bien sûr, le processus de support, comme son nom l'indique, c'est un processus de soutien qui permet de soutenir les autres processus, bien sûr, la maintenance, les ressources humaines, l'achat. On ne peut pas travailler dans un laboratoire sans acheter, bien sûr, du matériel de laboratoire et surtout la métrologie qui est un point très important qui a été soulevé ce matin. Donc, des deux côtés, vous avez les clients, les patients, vous avez ici, vous avez les besoins, de l'autre côté, vous avez la satisfaction, vous avez les 3 processus, donc management, processus de réalisation et processus de support, et on arrive à la cartographie d'un laboratoire de biologie médicale. Bien sûr, en haut, vous avez le management et l'amélioration continue. Au milieu, vous avez là une patiente qui vient avec une ordonnance et qui sort avec, bien sûr, satisfaite et qui sort avec un résultat. Et le contrôle de qualité qui est le cœur métier de cette présentation, eh bien, il se trouve au niveau de la phase analytique. N'est-ce pas?
Et donc, en bas, vous avez les achats, vous avez les ressources humaines, et les chiffres que vous avez, ce sont les exigences de la norme ISO 15189 version 2012. Le cadre réglementaire de ce contrôle de qualité interne est bien le GBA. C'est une diapositive que j'ai prise du journal officiel. Bien sûr, vous avez, elle était donc la loi 1201, vous avez c'est l'article 55 qui était apparu, je crois, c'est en septembre 2010, donc par l'ancienne ministre de la Santé. Eh bien, le GBA, c'est le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale. Il était opposable depuis 2010-2011. D'accord? Et donc, le chapitre 3 de cette on va y revenir. Donc, qu'est-ce qu'il stipule, ce GBA? Il stipule, bien sûr, le contrôle de qualité interne est indispensable pour déceler les non-conformités en temps réel, les anomalies, les erreurs et les mesures qu'il faut prendre, bien sûr, pour remédier aux problèmes, bien sûr, directement. Il est organisé par un biologiste qualifié et habilité et autorisé par le directeur du laboratoire. La loi 1201, les biologistes la connaissent par cœur. Il y a donc cette loi qui est relative au laboratoire de biologie médicale, article 32, 35, bien sûr, et 55. L'article 32, qu'est-ce qu'il stipule? Tout laboratoire d'analyse de biologie médicale est tenu à participer au contrôle de qualité, bien sûr, interne et externe, ayant pour objet toujours de s'assurer de la bonne exécution des analyses de biologie médicale. Donc, c'est une obligation. C'est une obligation. Il faut impérativement réaliser les analyses de biologie, de contrôle de qualité interne et d'évaluation externe de la qualité. Les différents chapitres du GBA, vous avez 4, bien sûr, pour les gens qui connaissent. Eh bien, et c'est le troisième, bien sûr, c'est le troisième chapitre qui concerne le contrôle de qualité interne et l'évaluation externe de la qualité. Le premier, c'est les 5 M, locaux, instruments, consommables, dispositifs et personnels, c'est-à-dire les 5 M. Le deuxième, c'est la réalisation, prélèvement, bien sûr, procédure et mode opératoire, c'est la gestion documentaire. Le 4, c'est la transmission des résultats. Le 5, c'est la transmission des prélèvements, c'est-à-dire la sous-traitance. Le 6, c'est la maintenance. Et le 7, c'est l'archivage des documents. Et par contre, donc, on arrive au troisième chapitre, c'est l'assurance qualité qui est bien sûr représentée par un contrôle de qualité interne et une évaluation externe de la qualité. Eh bien, c'est une diapositive que j'ai prise toujours de ce GBA qui est opposable. Donc, l'évaluation externe de la qualité, bien sûr, elle doit se faire de manière anonyme par un organisme à but non lucratif et c'est surtout l'obligation. Les résultats obtenus par les EEQ, c'est-à-dire les évaluations externes de la qualité, bien sûr, sont confidentielles et la participation, elle est obligatoire. Donc, pour un laboratoire de biologie médicale, il est obligatoire de réaliser et les contrôles de qualité interne et l'évaluation externe de la qualité. Le cadre normatif de ce contrôle de qualité interne, eh bien, c'est la norme ISO 15189. Elle est actuellement en version 2012, mais on va assister à l'apparition de la norme ISO 15189 version 2022 dans les prochains mois. Eh bien, elle est constituée par 5 chapitres. Le chapitre 4, c'est les exigences relatives au management, c'est la 9001, la norme de certification, et le 5, c'est le chapitre technique, c'est-à-dire la compétence du laboratoire, bien sûr, et le contrôle de qualité, il est au niveau des exigences techniques, surtout au niveau du chapitre 5, 6, qui est la garantie de la qualité des résultats. C'est au niveau de ce chapitre que on va trouver, bien sûr, la présence ou bien c'est ce contrôle de qualité interne. Donc le laboratoire stipule, donc qu'est-ce qui stipule ce chapitre? Que le laboratoire doit concevoir des procédures. Il faut écrire des procédures. Tout à l'heure on a parlé de procédures, de processus. Il faut écrire des procédures de contrôle de qualité, bien sûr, permettant de vérifier que les résultats ils sont conformes. Bien sûr, le laboratoire doit éviter de livrer des résultats si le contrôle de qualité il est non conforme. D'accord? Et des procédures documentées, bien sûr, pour la qualité des analyses. C'est le chapitre 5
6.2, pardon. En cas de non-respect des règles de contrôle de qualité, eh bien, il va falloir faire des actions correctives et tracer ces actions correctives. Le jour de l'audit, on va vous demander la traçabilité de ces actions correctives et donc le laboratoire doit évaluer les échantillons en cas, bien sûr, en cas d'une non-conformité, d'un contrôle de qualité interne. On peut en discuter après. Le contrôle, donc les données de contrôle doivent être revues régulièrement, bien sûr, parce que c'est un point critique et donc ça permet de déceler les tendances, c'est-à-dire les risques, approche risque, bien sûr, qui est très important. Et si les tendances, bien sûr, et les dérives sont observées, des actions préventives, les actions préventives, c'est-à-dire l'analyse de risque, doivent être mises en place pour, bien sûr, pour remédier à ce problème. Quelques documents qui sont utiles, le SHGTA, guide de validation, bien sûr, SHGTA, c'est santé humaine, guide technique d'accréditation, bien sûr, le 04, c'est pour la biologie médicale, le 06, c'est le contrôle qualité interne, et le SHGTA 14, c'est le guide technique d'accréditation, bien sûr. Et donc, ce sont des guides qui sont gratuits et qui sont téléchargeables directement sur l'internet au niveau du site de COFRAC. Les étapes de mise en place de ce contrôle de qualité interne. Très rapidement, eh bien, donc, dans le contexte actuel de la biologie médicale qui est doté d'une forte automatisation, bien sûr, avec son activité qui comprenne, bien sûr, des analyses d'urgence, il va falloir adopter, il va falloir détecter rapidement, très rapidement, les non-conformités et faire sortir des résultats. C'est ça la satisfaction et c'est ça un petit peu la satisfaction des clients avant la libération des résultats. C'est un processus donc critique, c'est un processus statistique comme vous le savez. Il est basé, bien sûr, il permet d'évaluer le contexte général du processus analytique, c'est-à-dire tout ce qui est technique, bien sûr. Et donc, il permet de valider le processus analytique de notre laboratoire et il permet de faire ou bien d'établir le dossier de vérification et de validation de méthode. Lorsqu'on achète un nouveau automate, il va falloir le valider et le vérifier avant l'utilisation de cet automate. Et bien sûr, on peut se référer sur les guides techniques d'accréditation qui sont téléchargeables sur Internet, surtout le SHGTA 04 pour le dossier de vérification, c'est-à-dire la répétabilité, la reproductibilité, la justesse, l'exactitude, le calcul d'incertitude et tout ça. La répétabilité, elle consiste à analyser au moins 30 fois cette analyse ou bien une analyse pour un paramètre avec le même réactif, le même opérateur et donc dans un laps de temps qui est très court. On calcule bien sûr le CV et on compare par rapport au CV du fournisseur. La reproductibilité, on change, c'est la même chose que la répétabilité, sauf qu'on change un seul paramètre et généralement on change le temps, c'est-à-dire chaque jour on fait les contrôles et puis on calcule la moyenne, l'écart type, le CV et on compare par rapport au CV du fournisseur pour pouvoir déterminer est-ce que c'est conforme ou pas. L'objectif du contrôle de qualité, c'est les erreurs qui sont survenues au cours du processus, d'accord ? C'est d'apporter la preuve de la maîtrise de votre système analytique. C'est un moyen qui va vous permettre de contrôler et bien sûr d'être sûr que votre système analytique, il est conforme et il est stable. Il permet également la prévention des anomalies, bien sûr. Lorsque vous utilisez les règles de Westgard et les règles de Levi-Jennings, vous pouvez prévenir des anomalies qu'on va voir par la suite et il fournit des données nécessaires à l'évaluation de l'incertitude. Si vous ne faites pas de contrôle de qualité interne, d'évaluation externe de la qualité, vous pouvez en aucun cas calculer l'incertitude qui est une exigence de la norme ISO 15189 version 2012. Le calcul statistique, vous avez la moyenne qui est donc l'ensemble des résultats sur les valeurs, sur le N, bien sûr. Je vais aller un petit peu plus vite. L'écart type, c'est la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Ça permet de voir un petit peu la fidélité et la fiabilité de votre technique. Et le CV, ça c'est la formule générale. Et le CV, c'est l'écart type sur la moyenne multiplié par 100.
Et donc, vous comparez ce CV que vous avez trouvé dans le cas de la répétabilité par rapport au CV du fournisseur. S'il est inférieur, c'est conforme. Sinon, vous le comparez par rapport aux sociétés savantes. Vous avez la SFBC et le RICOS. Le diagramme de Levi-Jennings est, bien sûr, on va aller vers les règles de Westgard. Le diagramme de Levi-Jennings, eh bien, tout simplement, on va représenter la moyenne au milieu. Au milieu, la moyenne et l'écart type plus un écart type, plus deux écarts types, plus trois écarts types, moins un écart type, moins deux écarts types et moins trois écarts types en dessous pour pouvoir, bien sûr, mettre les points chaque jour, mettre les points au niveau de cette courbe de Levi-Jennings. Donc, un cas qui est très simple, le cas par exemple de la CRP, vous avez une moyenne, vous avez un écart type, deux écarts types, trois écarts types, moins un écart type, moins deux écarts types, moins trois écarts types, vous avez un seuil d'avertissement et vous avez un seuil d'alarme pour, bien sûr, pour rejeter vos résultats. Les bonnes pratiques du laboratoire, généralement, on préconise trois niveaux de contrôle, mais généralement, on n'utilise que deux niveaux, un niveau bas et un niveau haut pour, bien sûr, qu'ils sont proches des valeurs normales. Il faut faire attention à cette loi. Un échantillon liquide, il est préférable, parce qu'un échantillon lyophilisé, on va le reconstituer, et donc il y aura beaucoup d'erreurs, bien sûr, source d'erreurs potentielles. Cependant, il est difficile de trouver des échantillons, oui, je vais aller trop vite. Un contrôle indépendant, bien sûr, qui ne dépend pas du couple réactif-fournisseur, qui est très important. Les règles de Westgard, bien sûr, il y a 6 règles. Règle 1, 2S, très rapidement. Une valeur, il est comprise entre 2S et 3S, c'est la première règle. Deuxième règle, très rapidement, 2S, c'est-à-dire deux valeurs sont comprises entre 2S et 3S, bien sûr. Les résultats, si on fait deux niveaux, on peut avoir cette courbe-là, c'est-à-dire le niveau 1, une valeur entre 2S et 3S, et le niveau 2, une valeur entre 2S et 3S, bien sûr. L'action corrective, donc il faut chercher l'action corrective et il faut bien sûr la remédier, faire une action corrective pour remédier au problème, bien sûr. Un 3S, c'est-à-dire lorsque un résultat il est supérieur à 3S, c'est une erreur systématique et il faut impérativement faire, bien sûr, rejeter les résultats et faire une action corrective et surtout la traçabilité. L'action, donc, il faut chercher, c'est un résultat non conforme et il faut rechercher la cause et il faut, bien sûr, tracer l'action à mettre en place. R4S, deux mesures consécutives, ils sont séparés de plus de 4S, c'est la troisième ou la quatrième, bien sûr. La quatrième, ça c'est dans le cas de deux niveaux, Le R41S, c'est 4 valeurs. Dr Mohammadi, Oui, 4 s'il valeurs. vous plaît, il faut conclure. Oui, 4 valeurs, ils sont supérieurs. Et la dernière, s'il vous plaît, c'est le 10X, bien sûr. 10 valeurs, ils sont, bien sûr, du même côté de la moyenne. Et, bien sûr, comme résumé, très rapidement, excusez-moi, donc les points verts, ce sont les points qui sont conformes. Le point orange, c'est un point d'alarme et le point rouge, bien sûr, c'est une règle de rejet. Et je vous remercie. Et si vous avez des choses à compléter, on peut discuter. Merci beaucoup, Dr Mohammadi.